C'est pour ça que c'est amusant. Tu vois, tout ce que tu dis, ça me parle, mais il y a une partie de moi qui dit, ça, c'était avant. Donc, on verra les steps d'après. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est se dire, j'étais plutôt sur une On en notion. reparle dans 10-15 ans. Exactement, mais c'est exactement J'ai ça. Il bien faut en compris parler ce que dans tu 10-15 dis. ans. Exactement. Tu voulais qu'on papote un petit peu de Oui, Sylvain avant si qu'on tu le veux ouvre bien. notre Alors liste. attends, parce qu'il y a des choses qui sont écrites. On va peut-être regarder dans la discussion là en bas. Zut, j'ai perdu. Mince. Les modérateurs, vous êtes par là? Là, j'arrive plus à trouver mon truc, moi. Mince. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allô, allô? Yep. On est Marc, là, tu peux arriver à lire ce oui, que j'ai tu as mis. écrit là, oui? Ce qui est écrit. Alors, c'est J'arrive, je suis juste en train de faire le café. J'écoute toujours avec l'écouteur. c'est des questions sur Facebook ou en tout cas des réflexions. C'est intéressant de les lire, hein. Voilà, s'il vous plaît. Alors, j'ai plus les auteurs, mais bon, je crois que c'est Thierry qui a écrit ça, je suis pas sûr. Quand un prof en DU n'a jamais testé sa propre transe, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu en penses? On a déjà répondu quelque part, mais bon. Ouais, la réponse non, mais c'est un vrai problème, tu vois. C'est comme un hypno qui te dit qu'on ne peut pas l'hypnotiser. Tu vois, il y a un moment ou un autre, change de boulot. Hein. Il va peut-être falloir que tu revoies tes théories. Ouais, on ne peut pas m'hypnotiser. Détends-toi. Soit tu es complètement tout le temps en transe, donc tu ne sais même pas quand tu ne l'es pas, mais on t'hypnotise. T'inquiète pas. Le monde s'est chargé de t'hypnotiser. Hein. Les voiles de conscience te prouvent à longueur de temps que tu es complètement hypnotisé par ton téléphone, tes envies, tes désirs, ce que quelqu'un va porter. Donc, tu vois, c'est le même truc. C'est un moment ou un autre, c'est savoir ce qu'est notre transe, c'est hyper important parce que c'est aussi connaître nos limites, nos capacités, mais aussi ouvrir des choses et se dire waouh, truc de fou. On en parlait avec Lancelot, hypno-analgésie. C'est quand même pour moi le cœur et la base de l'hypnose. C'est l'analgésie. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas psycho, c'est l'analgésie, la création d'apaisement physique. Quand tu commences à vivre ça, tu dis quand même, il y a des trucs. Moi, je pense qu'on est limité, mais on est quand même chaud. Hein. On est quand même balèze. On a un sacré bagage avant d'arriver à notre limite. Et ça, je trouve ça absolument génial. Tu vois, quelqu'un qui ne l'a pas vécu, il parle d'une théorie à la con qu'il a lue. Et en plus, vu que chacun définit la transe à sa manière, que chacun va la vivre à sa manière, ça devient compliqué d'enseigner à ce moment-là. Ça te parle, tout ce qui ressemble à une transe est une transe? Non, pas forcément. Non. Si tu devrais. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. D'accord? Donc, le facteur du jugement, c'est la capacité à colorer un ensemble d'éléments que tu es en train de percevoir à un moment T. Si tu sais pas si c'est vraiment chaud, assez chaud, plutôt chaud, assez frais, plutôt frais, très frais, vraiment froid, par exemple, tu commences déjà à partir dans une diminution de ton facteur de jugement et donc une connexion avec tout ce qui est émotion, sensation, perception, mémoire à long terme, valeurs, patterns, croyances, et de l'autre côté, logique et analyse. Pour moi, dans la transe, il va toujours y avoir cet équilibre entre les deux, cette espèce de danse, et ce qui va, à un moment ou un autre, nous faire passer, c'est le moment où on se dit « Waouh, je sais que je suis là », donc tu as conscience, hein, je sais qu'il se passe quelque chose, mais alors, putain, je suis bien ou je ne suis pas bien? Je suis avec lui ou pas? Waouh, c'est moi qui me parle ou c'est quelque chose qui me parle? Je suis connecté à quelque chose ou c'est une énergie? C'est quoi? Tu vois, cette notion de jugement qui, dans la logique, on est en train de s'en rendre compte, mais il y a cette espèce on ne peut plus l'appréhender de la même manière. Exactement. La magie. Exactement. Je comprends ce que tu dis. Oui. Toi, en tant qu'opérateur, qu'est-ce qui valide une transe chez le sujet? Moi, je fais juste. Alors là, moi, je suis très, très basique. Hein. Je fais pré-test et je analgésie. La transe hypnotique. Tu vois, sur une transe hypnotique, elle est basée sur au moins arriver sur les catalepsies, on pourrait dire, et une petite analgésie. Juste variation potentielle avec une suggestion hétéro ou interne de diminuer la sensation qu'on a. Et pour moi, là, je valide une transe hypnotique. Après, sur des transes du quotidien, on pourrait en débattre pendant plein d'heures, tu vois, il y a plein de choses. Mais sur le cadre hypnotique, j'aime bien ces expériences l'échelle de Harons, je l'aime bien. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle que j'ai pris pour moi avec les années. Ok. Marc, d'autres éléments? Oui, toujours les questions, les réflexions, là, comme le new code PNL, au bout de 15 jours, tu es coach. Ouais. Alors, c'est vrai, hein, au New Code, mais New Code ou Old Code, comment ils disent?
il disait pas old code, il appelait ça, bon, moi, le classique code. Classic code, c'est quand Bendler et Grinder, ils étaient ensemble jusqu'en 81. Cette notion, moi, quand j'y étais, donc le new code, déjà, je me suis dit, ouais, ok. Après, effectivement, tu as tes coachs au bout de 15 jours. Why not? Mais tu es un bébé coach. Tu vois, il faudrait mettre sur ta carte bébé coach. Junior. Ouais, c'est ça, coach junior. Mais toi, à la limite, Padawan. exactement. Tu vois, à la limite, on devrait dire ça. On devrait dire, bah, tu es certifié machin, mais tu es bébé coach. Et puis, tu vas devenir junior coach, puis après, senior coach, et puis après, master coach, si ça te fait plaisir. On s'en fout. Mais effectivement, au bout de 15 jours, même s'ils bossent bien, hein, les mecs, moi, quand j'y étais, moi, je suis resté qu'une semaine et eux, ils faisaient 3 semaines, je crois. Mais en une semaine, tu avais un certif aussi. Hein. Tu étais NLP, je ne sais plus quoi. Hein. Donc, ouais, c'est pas hyper sérieux, mais on sait que nos certifs, le problème, c'est que ce n'est pas sérieux. Moi, tu sais que j'ai arrêté de donner des certifs il y a des années parce que je ne trouvais pas ça cohérent de certifier les gens qui avaient fait 3 semaines de cours. Non, tu les certifies de la présence qu'ils ont faite, mais pas de leur connaissance et de leur capacité. Exactement, mais dans ce cas, tu attestes. Tu vois, c'est une attestation. Bien sûr. Tu vois, j'ai trouvé ça compliqué parce que, alors là, clairement, pour ceux qui cherchent à faire un peu d'argent avec des formations, ne pas certifier les gens, bah, automatiquement, moi, le nombre de gars qui me disent, mais pas que tu me donnes quelque chose à la fin et que tu dis, bah non. D'un coup, tu sens que ta formation, elle est pourrie. Genre, ouais, bon. Par contre, tu dis non, mais t'inquiète, je te file l'assertif. Je te file l'assertif, le mec, il dit super, je kiffe ta formation. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Mais ça joue beaucoup, hein, l'influence de la suggestion de j'ai gagné quelque chose. J'ai mérité quelque chose. Moi, chez moi, il n'y a aucun papier, tu vois. Moi, j'en ai plus. Que je sais faire ou pas. Ouais, mais bon, tu vois, après, moi, j'ai plein de certifs, ils ne veulent rien dire. Attends, oui, c'est l'art de savoir reconnaître la valeur de l'enseignement que tu as reçu. Il y en a plein, ils mettent ça pour valider leur valeur d'enseignement. Ouais. Mais après, c'est aussi la valeur que toi, tu donnes aux choses. Moi, j'ai plein de certifs et tu vois, j'en ai jamais mis un. Où tu te dis, bon, ouais, c'était cool, j'ai aimé le moment, j'ai aimé l'instant. Est-ce que ça a une valeur en tant que tel? Je te disais justement par rapport à ça, par rapport à tes clients, ceux qui ont surtout besoin d'un certificat, c'est ceux qui n'ont pas trouvé valeur à la connaissance qu'ils ont eue dans la formation. Oui, d'accord. Oui. Je pense que sur 1000 clients, il y a même pas 2 clients qui vont faire attention finalement à l'école où tu as été formé. Ils s'en foutent, royalement. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est le bouche à oreille, c'est sous ton site, etc. Et c'est le résultat. Et le résultat. D'où le bouche à oreille. Bouche à oreille, ça reste quand même le meilleur Google Ads du monde. Hein. Peut-être le jour qu'il va avoir, s'il y a des validations, là, oui. En l'occurrence, le grand public, à un moment donné, va être au courant. Et là, ils feront attention peut-être un peu plus. Quoi. Ouais, après, tu sais, sincèrement, si demain, on me dit, tu n'as plus le droit de faire de l'hypnose, mais qu'est-ce que j'en ai rien à battre? J'appelle ça hypnosophie. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Ouh! De toute façon, les gens, ils viennent pas voir un mec qui fait forcément de l'hypnose. Ils viennent parce que quelqu'un lui a dit que tu étais bien pour X ou Y chose. Donc, le nom, ils ne comprennent même pas ce que tu fais. Donc, tu leur racontes tout, tu fais le préto que tu veux, ça passe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Hein. Moi, j'ai raconté des prétos qui c'était n'importe quoi. Et bien, ça passe. Donc, street, c'est marrant ça. J'ai vidéo ce matin, mais c'était mais vraiment aucun de choses. J'ai passé des trucs qui sont incroyables sans faire rien, simplement au feeling. Et bien sûr, la personne, elle s'attend à vivre. C'est ce que je dis sans cesse, mais ça, on le sait bien. Lorsque quelqu'un vient voir un hypno, pour lui, il est hypno. Donc, ce qu'il va proposer, c'est de l'hypnose. Même si ça n'en est pas, j'allais dire presque à la limite. Tu vois. Mais ça marche, parce que ça a un impact, parce que je suis venu voir quelqu'un qui va correspondre à l'attente que j'en ai. Exactement, c'est son point de référence. Si en plus, il n'en a pas fait, et alors ce qui est marrant, c'est quand les gens vont voir des hypnos et viennent te voir toi après, et disent, mais ce que le gars a fait avant, c'était pas d'hypnose alors. Ben oui, voilà, complètement. Si, mais on ne fait pas pareil. Ben voilà. Mais alors, c'est quoi la différence? Oh, ta gueule, vas-y, tu te sens mieux? Ouais, casse-moi. L'essentiel, c'est que l'impact que tu as sur la personne par rapport à sa demande est en correspondance et qu'à partir de là, tu fais avancer les choses. Quoi.
Attente positive. Tout à fait. Il y a ce côté, en tout cas, qui se résume bien, qu'on parle de magnétisme, d'hypnose, quoi que ce soit, et dans ce que tu disais, le vécu, cette capacité d'écoute et de faire en sorte qu'en verbal ou non verbal, il y a quelque chose qui se dégage dans l'échange au niveau de la personne. Et tu vois des personnes qui vont voir un magnétiseur en disant « je veux arrêter de fumer et c'est avec vous que je veux le faire ». Elle va suivre une séance de magnétisme et elle va arrêter 1 heure plus tard. Et il y a d'autres personnes, des hypnos, il va falloir 3 séances, 4 séances, voire même la personne n'aurait même pas dû commencer la séance parce qu'elle n'avait pas envie d'arrêter. Et puis voilà, donc on est dans le côté où ça se passe à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs techniques, ainsi de suite. Et l'essentiel, c'est que ça corresponde on est des accompagnants pour moi. Et on utilise tout ce qu'on a appris, la respiration, le magnétisme et tout ce que tu as vécu comme expérience, dont notamment dernièrement ce que tu as partagé avec la méthode Silva et ainsi de suite. Et c'est ça qui est génial. C'est se faire plaisir aussi, aller explorer un petit peu apprendre à se connaître, à voir jusqu'où on peut aller. Et ce que je trouve en tout cas de génial, c'est que tu le partages de façon généreusement et largement. Il faut arriver à suivre après, hein. Mais en tout cas, il y a ce côté qui est hyper généreux de ta part, en tout cas. Et j'ai toujours eu, depuis que je me suis intéressé à l'hypnose, ce côté d'aller voir ta page et beaucoup de personnes, quand ils sortent de formation, ça fait partie notamment des sites, des pages YouTube que les gens vont consulter, du moins certains, ceux que j'ai connus. Ça fait partie des consultations, c'est vachement cool là-dessus, ce que tu fais. C'est cool. De toute façon, c'est le but, hein. Moi, tu sais, quand j'ai commencé, ce qui me rendait fou, mais complètement ouf, c'était de me dire, attends, ça m'était arrivé avec quoi? C'était avec les instants. Je vois, d'ailleurs, je l'ai rencontré, il est super sympa. Comment il s'appelle? Un Américain, il est à Las Vegas. Mince, je ne me souviens plus de son nom. J'ai sa tête, j'ai plus son nom. Bref, et il fait de l'hypnose de rue, mais à Vegas, avec des filles plutôt sympathiques. Et je me suis dit, trop bien ce qu'il a fait, je veux faire pareil. Donc, je commence à chercher sur Internet et je vois que dalle. Et d'un coup, je trouve apprendre à hypnotiser n'importe où, n'importe quoi, tu vois, en anglais. Et je commence à regarder une vidéo, puis après, tu commences à voir, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ça m'a tellement énervé de me dire, mais merde, donnez l'info, on s'en fout. De toute façon, l'info, faut qu'elle circule. Et non, les ricains, ils nous faisaient tout payer, acheter 19 balles, puis 29 balles, tu sais, tout leur process. Et moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais attends, quand j'ai appris les instants, je me suis dit, quoi, j'ai payé tout ça pour ça. Alors, mon prof était super, c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé mon cours et tout. Mais je me suis dit, ah non, il faut arrêter de déconner. C'est juste ça. Ok, donc j'ai commencé à faire des vidéos. Et je me suis dit, bah ouais, parce qu'il y en a qui ils sont étudiants, ils sont jeunes, ils ont des responsabilités familiales, sociales, etc. Ils ne peuvent pas se payer forcément un séminaire et ça n'empêche pas qu'ils ont le droit d'apprendre une induction. Alors après, je me suis fait engueuler, on m'a dit, ouais, mais t'imagines, il y en a, ils vivent de ça. Détends-toi, tu es un bon prof, les gens viendront te voir quand même. Il ne faut pas avoir peur de donner quelque chose parce que tu as peur que les gens ne viennent pas après. Le nombre de personnes qui me demandent encore des séminaires d'instant, alors que j'ai mis toutes les vidéos il y a des années dessus. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais attendez les mecs, je ne vais pas vous expliquer autre chose que je vous ai expliqué pendant les vidéos. C'est les mêmes choses, je fais la même chose. Et tu dis, bah ouais, mais si les gens ont besoin, et ça on me l'a expliqué au fur et à mesure, on m'a dit, ouais, mais nous on a besoin de kinesthésique, on a besoin de rencontres, on a besoin, si on reprend… de la relation. Exactement. D'arriver sur ce point, si on prend le truc de Bogdan tout à l'heure, et de dire, bah voilà, je suis là, et si on prend ta logique Lancelot, je veux être dans cette énergie avec toi pour travailler ça. Ok, cool. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas à flipper de donner et partager et de se dire, ouais, mais j'aurai moins de business. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y aura toujours des gens qui vont se dire, non, mais moi, j'ai envie de partager avec lui. Lui, je l'aime bien, j'aime son énergie, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il propose. Ça me parle. Et il y en a, ce ne sera pas le cas. Et alors, on s'en fout. Ça rejoint un peu ton cadre des 30 minutes, c'est ça, non? Toi, tu fais tes séances? Enfin, c'est très… C'est ça, je crois. Mes séances, elles sont entre 5 minutes et 45 minutes. Et c'est très cadré. Ouais. C'est très cadré. Et tu n'imagines pas le nombre de séances où j'arrête au bout d'un quart d'heure et je dis, bon, alors, tu veux continuer? Tu vois la personne qui fait, je dois digérer ça. Voilà, bisous. Parce que, interruption d'un pattern problématique, prise de
pas prise de conscience, mentalisation. Et à ce moment-là, la personne, ça ne sert à rien de continuer. Si on continue, tu rajoutes plein de choses et tu satures la personne qui, pour moi, avec le temps, je me suis rendu compte que confusion-saturation dans le rapport de suggestion est quelque chose qui n'a aucun intérêt et qui ne nourrit pas la pyramide de suggestion, tu vois, de nourrir réellement. Parce que la personne, elle est vraiment ruptée et il y a des choses à aller reprendre à l'intérieur, stabiliser, intégrer. On verra ce qui va être intégré sur la future session. Et pourquoi un temps limité? Parce que je me suis... avec les années, je me suis rendu compte que si tu ne donnes pas une limite, les gens, sans s'en rendre compte, ils vont te sortir des trucs intéressants à la fin. Ils vont te ressortir ça quand tu les accompagnes à la porte. Et si une fois tu as dépassé, tu es foutu. Parce qu'ils vont croire que c'est la teuf, tu es son pote. Non, non. Aujourd'hui, je suis ton praticien. Donc, dans 40 minutes, je te dis, OK, qu'est-ce qui émerge de la session? Qu'importe où est-ce qu'on en est. Alors, on pourrait dire, ouais, mais s'il en a réaction, c'est super rare. Et puis, il y a des moments, il y a des gens qui ressortent, ils ne sont pas bien. Mais moi, je leur dis dans mon contrat, les gars, tu viens, tu peux être pas mal, tu ressors, je n'ai pas sûr que tu le sois, mais c'est pas grave, c'est une transition par rapport à ton travail. Et j'ai du bol, parce que si les mecs, tu vois, signent mon contrat, c'est qu'ils sont quand même d'accord avec ce cadre-là, donc j'ai jamais de problème. Jamais. Mais tu vois, la notion de définir le temps, ouais, j'ai vraiment, et puis j'ai trouvé que avec le temps, ce qu'avait dit Sigmund n'était pas si con que ça. Les 45 minutes, je trouve que c'est assez optimum si on pose plein de questions, qu'on travaille bien. Je trouve que 45 minutes, c'est bien. Ouais. Moi, généralement, c'est 30-40 minutes. Ouais. Et parfois, c'est même moi qui vais faire un peu durer parce que, tu vois, à la base, j'ai mis 1 heure, mais finalement, je pense que plus le temps va passer, plus mais le boulot est fait avant. Le boulot est fait avant. Après, il y a des notions de silence qui sont intéressantes. Ça permet l'intégration aussi. Voilà. Ouais, et après, on a chacun. Puis il y en a qui sont mal à l'aise à se dire, ah non, mais j'ai dit que c'était 1 heure et c'est fini en 20 minutes. Quoi, c'est fini. Tu sens que ça ira pas plus loin. C'est pas que c'est fini. Tu pourrais constamment. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis tu sens. Donc, si tu sens, c'est que tu captes l'énergie correspondante. Oh, pardon. De toute façon, tu vois. Hein. Non, mais quoi, c'est pas de la technique, ça. C'est du feeling. Ouais, non, c'est quand même très technique. Tu vois l'interruption de pattern dans les yeux. Je suis canaille. Le moment où le gars, il n'est plus là. Il est dans une transe et tu sens que… Non, mais absolument. Ça, c'est passionnant. Mais après, ce n'est pas un concours d'aller vite. Hein. Il y a des moments, c'est juste impressionnant de te dire… Moi, ça m'est arrivé, vraiment, quand je dis 5 minutes, je l'ai mis parce que ça m'est arrivé, tu vois. J'arrive, je pose 4 questions, genre la personne qui fait « Putain, on ne m'a jamais posé ça comme question. » Et tu vois que ça fait… D'emblée, c'est la rafale. Bah, je te rejoins aussi sur… Pendant un moment, tu en parlais sur quand on fait encore les vies antérieures. Pareil, moi, entre la personne qui arrive et la fin, il se passe 1h30. 2 heures, mais encore, et 2 heures, je prends sur moi. Sinon, en 1h30, c'est réglé. Il y a 3-4 vies de vue et c'est bon, on n'en parle plus. Je ne vais pas passer 4 heures tu vois, à faire de la régression. Tu n'en finis pas, quoi. Ouais, mais tu sais, le Between Life, entre deux vies, il passe 3 heures. Je me souviens, quand j'avais fait le protocole, j'ai fait avec Lee. Et je fais, c'est trop long ton truc. Elle me dit, mais non, mais tu vas voir. 45 minutes plus tard, j'ai fait, c'est bon, je l'ai fini. Elle me dit, mais les autres, je vais aller boire un café pendant ce temps-là. Ça va. Moi, alors, tu vois, il y avait un truc que j'avais retenu chez Wendler. J'avais bien aimé, c'est un peu leur motto, leur discours, c'est le cerveau va plus vite que tu ne le penses. Ils ont tellement raison. Tu es bien d'accord que entre le temps que tu veuilles imprimer et que tu veux conceptualiser, mais ton cerveau, c'est bon, il l'a déjà fait. Hein. Il a fini depuis longtemps. Hein. Exactement. Et tu sais que j'ai la même, et ce que je comprends, hein, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, Pan, tu parles trop vite sur tes audios, tu nous saoules. Ok, je dis, tant pis, va chercher ceux qui parlent doucement. Moi, j'ai 10 minutes, je fais 10 minutes et je vais dire tout ce que j'ai à dire en 10 minutes. Donc, ça va aller vite. Et on me dit, ouais, mais bon, il faut le temps pour que je rentre dedans. Non, mais tu n'as pas besoin de rentrer dedans, en fait. C'est les suggestions qui rentrent. Toi, tu n'as pas à te mettre dedans, en fait. Ton cerveau, il va capter ce qui est proposé. Point. Et quand tu commences à capter ça, après, comme tu dis, hein, tu peux travailler techniquement avec des silences pour l'intégration et tout. Mais l'intégration, elle se fera après les 10 minutes, mon pote. Hein. Tu continues tranquillement chez toi si tu as un silence. C'est évident, ça travaille tout seul. Bien sûr. Mais tu vois, ces notions-là, nous, on est encore beaucoup sur un thermos logos très sophro à dire. Non, ça, je peux pas.
Ça, je ne sais pas faire, ça. Mais parce que Mimile, il faut bien capter que Milton, il était malade. On n'avait pas un mec qui était super vaillant. Hein. Quand il parlait et qu'on entend ses audios, Milton, c'est quand même un mec qui était en souffrance et qui a été en souffrance beaucoup. Et tu sens que sur sa fin de vie, quand il parle, mais tellement lentement, et quand il le tuait tellement c'est insupportable, et qui fait, il avait quand même la polio, le mec. Il était quand même dans un état qui était dur. Ouais. Et c'est uniquement pour ça qu'il a développé le conversationnel. Sinon, il ne l'aurait jamais développé. Ouais, alors tu sais ce qui a été dit. Certainement, alors, en tout cas. Ce qui était intéressant, c'est. C'était Brian? Non, pas Brian. Je te retrouverai le nom. Un des mecs de la Milton Erickson Institute qui dit n'oubliez pas qu'Erickson a fait pendant 50 ans de l'hypnose classique. Et il dit non, mais vraiment, il faut que vous ayez. Ça, c'est clair au moins. Oui, mais tu vois, ça j'aime bien parce que tu as quand même un gars qui est donc enseignant et collaborateur de ZEG, vraiment, c'est les deux piliers de l'école de la Milton Erickson Institute de Phoenix, et qui te dit il a fait du directif, du old school pendant 50 piges. Il a ces 10 à 15 dernières années travaillé pour créer une méthode qui avait sa patte. Donc, en fait, nous, on a l'aboutissement d'un ancien. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent l'aïkido, Ushiba Sensei, qui était un gros vaillant combattant pendant très longtemps, qui allait malheureusement tuer du chinois en Mandchourie à l'époque, quand les Japonais voulaient créer le monde idéal. Là. Quand il est revenu, il a eu son petit Satori à 43 ans, donc Satori, son petit éveil. D'un coup, il s'est rendu compte que tuer des gens et faire du mal, ce n'était pas génial. Donc, il a commencé à travailler une forme beaucoup plus arrondie de son système. Un peu comme Erickson. En fait, à la place d'être frontal, il s'est dit, non, on va plutôt aller sur des spirales, des cercles, des idées qui se confondent, qui amènent en ascendant, descendant, etc. Et on enseigne aujourd'hui l'aïkido comme notre vieux Ushiba Sensei à 85 ans et à 83 ans était en train de montrer en démonstration. Oui, mais on oublie que le mec, ça a été un énervé à s'entraîner comme un fou, qui a certainement tué plusieurs personnes et qui était vraiment un type qui avait une énergie et une force à part. Pour arriver à la conclusion, il est passé par ces étapes. Nous, on veut faire passer un peu trop vite les étapes. Moi, je trouve que l'éricksonien, c'est bien quand on commence à avoir une maturité technique. Quand on comprend bien, par exemple, aujourd'hui, on a du bol avec l'hypnose de rue, quand on comprend bien ce qu'est l'hypnose directe, directive. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est quoi la suggestion? Quel est le feedback? Comme ça, tu peux te dire, OK, cette suggestion, je l'ai passée comme ça, mais je peux la rendre en métaphore. Ou je peux aussi la faire en 2 temps. Ou aussi, je peux poser. Et là, tu comprends de plus en plus parce que derrière, tu as toute la mécanique de base du système hypnotique que tu maîtrises. Et comme Erickson l'a fait à un moment donné, ce qui fait qu'il était ultra fluide et comme disait Bogdan tout à l'heure, hyper imaginatif et tout, et il faisait passer ces idées qui étaient ultra directives. Hein. On lit les bouquins ou on regarde les vidéos ou les audios, il était ultra directif. Tu n'avais pas le choix en fait. Tu avais des faux choix. Donc automatiquement, il disait ce qu'il voulait. Et on se rend compte que simplement, il a appris à le faire en arrondissant l'angle, en arrivant en niveau spirale, en emmenant la personne dans un point de fixation pour pouvoir lui permettre une rotation. C'est tout l'art de la chose. Exactement. Mais tu vois, j'ai bien aimé moi, le principe de dire non, les gars. Mais il a fait 50 ans de classique. Et voilà, quel plaisir d'entendre ça. Et ça, je pense que c'est un point clé dans le travail et pour les jeunes hypno-ericksoniens, c'est super ce que vous étudiez. Allez aussi à la base, allez comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et quand vous avez un prof qui est très doué d'un point de vue sémantique ou dans les confusions et tout, ok, mais comprenez techniquement de façon classique ce que ça représente. Parce que d'ailleurs, ce qu'on enseigne aujourd'hui en ericksonien, c'est ce que, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est ce que Bendler et Grinder ont eux modélisé et ont proposé. Mais oui. Mais tu vois, la Milton Erickson Institute, ils n'utilisent pas les mêmes logiques, pas les mêmes termes. Ça revient au même, mais tu sens qu'ils n'ont pas voulu reprendre la sémantique NLP là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme questions qui peuvent venir Questions? Non, rien de particulier. Tony, tu peux peut-être en prendre il est 23h, hein, cher ami. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi non plus. Moi, j'ai encore plein de questions après. Alors, go. Non, on va laisser la parole aussi. Hein. On peut peut-être faire le tour. Attendez, je vais mettre... on va faire la table ronde. Il y avait des questions sur Facebook. Tony, donc, remettre la galerie. Non, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plus des
des réactions. Il y a eu une question, mais c'était par rapport au diplôme. Un simple bout de papier affiché dans le cabinet pour assurer le praticien ou le client. Voilà, c'est plus une question. Ouais. Je n'ai plus le terme de comment on dit ça. Voilà. J'avais, si possible, juste une remarque à faire pour aller dans le sens de Franck là, sur la question du temps et de l'intérêt, effectivement, de limiter la séance d'emblée. Parce que j'ai le souvenir, comme ça, d'un ancien maître, mais ça remonte à 20 ans en arrière, c'est quand je me suis formé quand même avec les psychanalystes aux techniques de psychanalyse de groupe. Et donc, en fait, c'est le hasard qui a fait que celui qui me formait, bon, c'était un ancien, il devait arrêter, il partait à la retraite et il n'avait plus qu'un an. Il avait commencé un groupe d'enfants. Et on sait très bien par expérience qu'un groupe d'enfants de psychanalyse groupale, il dure 3 ans en général, parce qu'il y a plusieurs étapes. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail, mais il y a plusieurs étapes comme ça dans un groupe d'enfants où on arrive à une espèce comment on appelle ça, l'idéalisation groupale, où on se sent tout puissant, on est tous pareils dans une espèce de toute puissance. Et à un moment donné, il y a la phase du déclin de la toute-puissance. Alors, le mieux, c'est de lire à ce propos le fameux roman Sa Majesté des Mouches. On voit bien comment un groupe d'enfants fonctionne, où il y a des boucs émissaires. Enfin, donc, il y a des étapes du processus comme ça d'un groupe d'enfants, mais ça peut être un groupe d'adultes. Et en général, la durée est de 3 ans, si on laisse spontanément faire les choses. Alors, ce gars-là, comme il n'avait plus qu'un an parce qu'il partait à la retraite, il a dit, écoutez les enfants, moi, j'ai plus qu'un an, donc notre groupe va durer un an. Alors, le constat était génial. C'est qu'en fait, le groupe est passé par les mêmes étapes, mais sur un an plutôt que 3 ans. C'est extraordinaire, mais il est passé par toutes les étapes et à la fin, les enfants sont sortis améliorés. C'est extraordinaire quand même. C'est intéressant comme feedback, ça. Et c'est là où il y a un vrai questionnement. Tu vois, moi, je ne suis pas à la notion de temporalité. Je trouve qu'il faut laisser le temps au temps. Et il faut absorber, il faut laisser à la personne qu'on accompagne le temps de digérer, etc. Mais effectivement, mais on est toujours dans le même truc, à partir du moment où tu cadres un ensemble d'éléments, il y a un ensemble de processus internes qui se mettent en place parce que dans ce cadre, tu sais que tu vas avoir des limites, mais en même temps un espace. Et cet espace, si tu veux le vivre complètement, il va falloir que tu lâches davantage les watts pour pouvoir arriver à ce que tu veux avant la limite. Et c'est quelque chose d'intéressant, d'où le fait et l'importance de cadrer le mieux possible le travail qu'on propose, que ce soit multitechnique ou pas. Mais plus on cadre, plus la personne, elle sait où elle va, et donc automatiquement, on peut passer des étapes et des paliers de façon beaucoup plus structurée parce que il y a vraiment un moment ou un autre une fin. Et la fin est quelque chose d'hyper positif. Ce qui parfois est un manque dans la psychanalyse où on a l'impression que c'est une non-fin. Et c'est complexe parce que bien sûr qu'on peut toujours se découvrir et on le fait en spiritualité, on le fait dans nos méditations et tout. Néanmoins, la prise de conscience de la fin est quelque chose d'utile, d'ailleurs même pour l'humain. On commence à s'humaniser davantage quand on se rapproche de la fin de notre mort ou de la fin de quelque chose. Et ça nous permet de nous rappeler qu'on est cet élément qui est juste impermanent dans ce milieu qui aura à un moment ou à un autre une fin. Et donc, ça nous fait accélérer des prises de conscience. Accélérer, j'aime pas la notion parce qu'on a l'impression qu'on est en compète, mais ça permet d'une émergence peut-être plus fluide des choses. C'est ça, oui. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que les inconscients de chacun vont se mettre sur une nouvelle horloge, se caler sur une nouvelle horloge et puis finalement développer les capacités qu'elles auraient développées autrement si on avait mis un autre timing. Modification des cadres. On va peut-être laisser la parole vite fait à Denis. Il parlait d'arts martiaux, puis il va partir. Oui, bien sûr. Denis, tu nous entends? Allô, allô? Oui, non, je disais simplement que je me reconnaissais tout à fait dans la démarche et je comprenais bien la démarche de Pang parce que oui, j'ai pratiqué aussi divers arts martiaux. Alors, pas à son niveau, mais et donc du coup aussi, je suis arrivé aussi à l'hypnose par ce biais-là. Donc oui, je comprends bien les analogies et le chemin en fait. D'autant que il y a certains arts martiaux qui font référence à la méditation, à l'hypnose aussi, au corps, à beaucoup de choses comme ça qui sont liées. Ouais.
Le Viet Vo Dao, notamment. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est celui que je connais le plus. Ouais. Dans le Viet, ouais, tu as pas mal de toute façon, de par la philosophie et les intrications chinoises qui ont énormément influencé, puis il y a énormément de bouddhisme dedans, donc ça se ressent assez facilement. Tu as un système qui est particulièrement à la mode en ce moment. Alors moi, martialement parlant, j'y adhère pas du tout. Mais d'un point de vue développement perso, travail perso et trans, c'est le Systema, donc il y a un système russe qui est hyper intéressant à ce niveau-là, où ils travaillent vraiment des mises en induction, des expressions cathartiques au travers du toucher, du combat, etc., qui est vraiment intéressant à prendre en compte. Il y a beaucoup de systèmes qui associent de toute façon l'exploitation des trans, parce qu'un combat, c'est une trans, hein. Il y a un moment donné, si tu n'es pas focus, bon courage, bon chance. Oui. C'est une école. Je ne connais pas, mais je vais me renseigner sur ce système-là. Ouais. Je regarderai. SYSTEMA. Alors, tu vas voir, il y a des trucs un peu loufoques d'un point de vue martial. Enfin, pour moi, loufoque, hein, après, parce que je n'ai pas vécu ça de cette façon-là. Mais on s'en fout. Tu vois, tu mets ça de côté, tu regardes un peu leur travail de respiration est juste extraordinaire. Travail d'absorption. Et ça, ça nous ramène vraiment à la thérapie. Hein. C'est travail d'absorption, savoir absorber l'ensemble des éléments sans que ça devienne pathologique ou trop douloureux, pouvoir respirer pour pouvoir accompagner et non pas s'opposer. On est vraiment sur des notions, quand on l'enlève du côté je vais survivre dans une situation d'agression, c'est juste magistral pour moi, et je trouve ça un beau système. Je n'ai pas le temps suffisamment de me pencher dessus, mais de tout ce que je vois et des copains qui en font, je trouve qu'il y a un vrai fond pour un hypno. Il y a vraiment quelque chose à étudier dedans qui nous donnerait une forme de transe active, qui redonnerait du sens aussi à une espèce de formalisme dans la non-forme au travers de la réponse à une suggestion, qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle, etc. etc. Ouais, je regarderai, oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et c'était vraiment très, très intéressant. Merci. C'est très, très bien. Merci, Bonne soirée à toi, Denis. Bonne soirée. On fait le tour de table, Marc? Vous voulez, hein? Oui, allez, on va faire la table ronde sur ceux qui sont encore là dans l'affichage. Alors, je vais commencer, si elle est toujours là, par Élodie Genêtre. Peut-être. Bonsoir. Élodie, es-tu toujours par là? Auquel cas, il faut remettre au moins le micro. Bien. Bon. Et bien sinon... Là, il y a encore 30 personnes en live sur Facebook qui regardent. Magali Thibault. Ah, attends, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est pas mal, ça. Lancelot, je vais en profiter pour poser des questions à Pank. Est-ce qu'il y a une séance qui t'a le plus marqué, le plus troublé dans ta carrière? Pas vraiment. En fait, j'ai un côté très... je suis très peu empathique, paradoxalement, ou sympathique plutôt pendant les sessions. Donc, j'ai vraiment une notion, il n'y a pas grand-chose qui me touche ou m'affecte. Je suis très dans l'observation et autres, mais tu vois, je n'ai pas eu de session où je me suis dit waouh. Alors après, il y a toujours plein de réflexions, tu vois, là au vol, comme ça, où j'ai eu un psychopathe en face de moi, où vraiment le mec est un psychopathe. Et tu fais OK, pas d'empathie, où j'ai commencé à beaucoup jouer pour l'emmener à commencer à avoir un début d'expression. Mais tu te dis, wow, lui, il est chaud, il est dangereux. Après, j'ai eu beaucoup de sessions où tu as vraiment des personnes en souffrance, c'est incroyable, avec des vies clairement de merde, tu vois. Et où tu te dis, OK, ça va être long, va falloir prendre du temps, etc. etc. Mais je n'ai pas une séance qui, par exemple, m'a particulièrement emporté. À l'époque, j'avais des trucs un peu particuliers. Alors, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure avec Lancelot, où moi, je suis parti quand même d'un monde très énergétique, d'un monde très spirituel. Et au fur et à mesure, je suis arrivé dans mon côté un peu bourrin, terre-à-terre d'hypnotiste. Et j'avais des sessions un peu pendant ma transition, genre énergétique, hypnose, j'avais des sessions où je voyais ce que vivait la personne à l'intérieur. Et donc, on se rejoignait à l'intérieur et elle me disait, mais je te vois là, et je te dis, bah oui, mais moi, je te vois d'ici. Et on avait, tu vois, des espèces d'enclenchements comme ça, où je pouvais voir ce que la personne était en train de penser à ce moment-là. Ça ne m'est pas arrivé 15 millions de fois, mais
ces trucs-là, c'était assez drôle. Tu dis, ah ouais, quand même, hein, soit je deviens complètement taré, soit il y a des trucs vraiment intéressants à prendre en compte, tu vois, dans le rapport projectif, dans le rapport symbiotique à ce moment-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intense qui peut se passer. Mais j'ai fait tellement de tests, j'ai tellement testé, j'ai tellement fait de choses différentes pour un peu pousser le système, me pousser moi, et puis aussi pousser mes partenaires pour voir ce qu'il est possible, vers où on peut les amener, etc. Toujours en revenant à ce que je disais au départ, en retournant sur les bases quand ça part en cacahuète, tu vois. Revenir sur des trucs très basiques. Donc, je n'ai pas une séance qui a changé, modifié ou transformé ma perception de l'accompagnement. Et j'en profite du coup, est-ce que tu as eu un mentor en quelque sorte dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer, que ce soit Alors, la personne que j'affectionne le plus, c'est Lee Pasco. Je la surkiffe. Mais on a un lien qui est très, très proche. Quasiment depuis le début, on s'est beaucoup entendu. Après, techniquement, je ne suis pas du tout dans l'énergie de Lee. Je ne suis pas du tout dans sa manière de fonctionner. Donc, je ne peux pas dire que je me suis référé à Lee en tant que tel, techniquement parlant. Ce qui m'avait beaucoup marqué, donc moi, j'ai étudié la PNL. J'avais étudié avec des pros autour de 17, 18 ans, je crois. C'était quand j'étais sur mon BTS. Je suis passé par l'hypnose ericksonienne où je me suis dit, putain, c'est de la PNL pour les vieux, tu vois. Alors, ça avance pas, c'est quoi ce bordel? Parce qu'effectivement, d'un côté, il y avait un côté ultra pragmatique et de l'autre côté, il fallait dire plein de mots pour arriver à la même chose. Je ne comprenais pas trop. Mon cerveau, il n'avait pas capté le changement. Bon, j'ai quand même pratiqué parce que je me suis dit, tu ne sais pas faire, donc apprends, fais, répète, répète, répète. Celui qui m'a marqué, c'est Jerry Kine dans sa manière de pratiquer. Et tout le courant, on va dire, hellmanien ou direct américain, où d'un coup, je me suis senti, ça m'a libéré, vraiment. Mais je n'ai pas une personne spécifique qui m'a, que je pourrais considérer comme un mentor. Si mentor il y a, si c'est Lee, tu vois, Lee pour moi, mais c'est pas sur ma pratique en tant que telle. C'est plus, je trouve que c'est une femme qui est tellement congruente. J'ai eu la chance en plus d'être là à certains moments de sa vie où elle vivait des trucs absolument géniaux, etc. Coup de chance, quoi, synchronicité, qu'importe. Et c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Donc, je pense que dans ce milieu-là, c'est la personne qui m'a le plus touché et que je trouve la plus congruente dans une hypnotiste qui met au quotidien vraiment son process, la méthode Silva ou autre. Si tu veux, on en parlera après si vous voulez. Mais vraiment, je trouve que elle est géniale. Et à chaque fois, je dis à tout le monde, vous voulez vous former, allez voir Lee. Ça vous donne une base, c'est hyper pratique. Il y a pas ça déblatère pas plein de trucs. Alors, il y a plein de choses à compléter après, mais pour une base très pragmatique, je trouvais ça génial. Ça va droit au but. Elle est venue faire un live chez nous il y a quelques mois. C'était sympa. Ouais, elle est géniale. On est d'accord. Il y a Lionel qui est arrivé, qui a une question. Alors, Lionel, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. J'étais là au début, puis comme je suis dans un bus au Mexique, ça a coupé pendant 1 heure. Mais là, c'est revenu, donc je profite. Et je voulais d'abord remercier Pamp parce que j'ai écouté une bonne centaine de ses vidéos, tous les néagrammes, plusieurs lectures de livres et d'autres vidéos un peu barjot. Il y a des mecs qui viennent en bas de chez toi pour te demander si tu fais la magie à distance. C'était assez drôle. Et donc, je partage beaucoup ta philosophie et aussi j'aime bien le respect des techniques que tu n'approuves pas, mais tu en parles avec respect et je trouve ça bien. Et moi, je me demandais parce que bientôt, je suis en train de traduire une formation de français à l'espagnol que je vais enseigner ici en ligne. Et c'est 5 fois 2 jours. Donc je me dis, ah merde, c'est vrai que c'est pas une grosse formation. Donc ça m'a fait déjà réflexionner en disant que c'est un complément aux personnes qui sont déjà thérapeutes ou accompagnants. Et c'est peut-être plus comme ça que je vais le vendre, grâce à ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais je me disais, il y a certaines personnes qu'on voit en formation et il y en a qui captent tout de suite et qui sont efficaces. Et il y en a qui, après 3 ans ou 5 ans, ils seront toujours nuls. Alors, est-ce que ça suffit? Et que, je me demandais si c'était quand même faire quelque chose de formel de 3 ans ou de 5 ans, ce serait suffisant pour certains et comment s'en occuper quand on les forme et puis qu'on voit que ça va pas aller.
En fait, je pense que, tu sais, c'est toujours la même chose. On est responsable du feedback. Il y a des moments, là, hier, j'ai engueulé mes gars au training. Je dis, putain, mais merde, qu'est-ce que vous faites? Et d'un coup, je dis, merde, c'est moi qui vous ai enseigné ça. Donc, il y a un moment, il faut juste se dire, j'ai peut-être pas bien expliqué le truc ou je ne l'ai pas correctement fait. Il faut admettre complètement notre incompétence à communiquer correctement avec certains types de personnes. Et dans ce cas-là, il faut prendre du temps et comprendre sur quoi ils n'ont pas compris. Il y a peut-être, et on le sait très bien, hein, tu sais, c'est vraiment la façon dont on va exprimer le message. Tout le monde peut tout comprendre et tout le monde peut tout faire. Le truc, c'est qu'il y en a, ils vont devoir travailler beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas travailler beaucoup. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Tu vois, tu peux aussi avoir des personnes qui sont peut-être pas forcément très douées au départ. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas doués. Moi, je prends vraiment mon cas. Hein. Moi, je suis un bosseur. Je suis un vrai, vrai bosseur. Je suis un bourreau de travail. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis un bœuf, quoi. J'avance et je fais mon champ et je recommence mon champ et toutes les saisons, je fais mon champ, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il y en a, ils ne vont pas être forcément particulièrement bons, donc il faut qu'ils travaillent plus que les autres. Il y en a, ils sont bons, mais il faut qu'ils travaillent aussi parce que les personnes bonnes, moi, j'ai moins confiance dans des personnes bonnes qui disent « Ouais, j'ai tout compris ». La plupart du temps, ils s'explosent tout le en l'air. temps, c'est évident. Ben oui, quand tu es trop doué quelque part, paradoxalement, et ça, moi, je l'ai vu énormément dans le sport, des mecs incroyables, ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils ne savent pas se discipliner, créer des routines, ils ne savent pas répéter, ils ne savent pas forcément travailler autant. Ils travaillent, hein, mais pas autant, etc. Donc, quand tu as des personnes qui sont moins compétentes, et ce n'est pas un mal d'être moins compétent, c'est se dire qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme énergie pour devenir plus compétent, pour t'améliorer, pour évoluer. Est-ce que tu es prêt à lire des bouquins? Est-ce que tu es prêt à faire des heures sup? Est-ce que tu es prêt à avancer, poser des questions, faire plus de pratiques que les autres, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aider des personnes. Dire, bah ok, là, pour l'instant, tu galères. On va trouver le chemin qui va te permettre de moins galérer. Par contre, on ne promet jamais rien. C'est avec du boulot que tu vas y arriver. Et moi, je suis là pour t'accompagner dans ton boulot. Si ça prend X mois, bah, ça prend X mois. Ça prend X années, ça prend X années. Chaque chose en son temps. Tu vois, le respect du rythme de chacun. Même s'il y a des moments où on se dit « Ouais, putain, c'est pas possible, je vais tout défoncer !» Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Et on l'est avec nous-mêmes aussi. Hein. Des moments, on est trop speed à se dire « Ouais, mais pourquoi j'y arrive pas ?» Moi, les énéagrammes, j'ai dû les relire. Et puis après, je commençais à me dire, je commence un peu à comprendre et j'ai commencé à relire encore. Parce que je me dis, non, mais je ne maîtrise pas, je ne vois pas les trucs. Je fais pareil avec le process-com, je fais pareil avec la T, je fais pareil avec des notions d'hypnose, je fais pareil avec plein de choses en fait. Je reprends très souvent mes bases et je réétudie, et je réétudie, et je réétudie. Parce que je me dis, peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que j'ai. Mais tu trouves à chaque fois un élément nouveau ou une autre vision que tu n'as pas vue parce que tu ne savais pas, quoi. Bien sûr, et puis c'est une maturité. Et puis là encore, l'expérience nous permet de dire, OK, au bout d'un moment, ce qui est cool, c'est que même quand on n'est pas doué, l'expérience, donc les points de référence, vont nous permettre de nous dire, OK, ça, je peux le rapprocher à ça. Vu que je l'ai vécu et que c'est dans ma chair, vu que c'est dans ma tête, dans toutes les dimensions de mon être, maintenant, je sais que c'est OK. Je vais être capable de le refaire. Je vais être capable de le comprendre. Je vais être capable de le voir. Je vais être capable de réagir. Tu vois. Mais ça demande un peu de temps. Il ne faut juste jamais promettre aux gens qu'en 3 semaines, tu fais d'eux des gens extraordinaires. Tu dis juste, bah voilà, moi je vous propose ça, ça vous donne des bases, et après, à partir de ces bases, il faut que vous bossiez. C'est complètement honnête comme démarche. Merci beaucoup. Alors, tu es au Mexique, Lionel, c'est ça? Ah, ça passe mal. Bon, peu importe. En tout cas, c'est sympa, hein, dans un bus au Mexique. Si tu nous entends, Lionel, au Mexique, la street, elle est vachement développée. J'ai pas trop de Tu te renseignes un peu. Il faut que je regarde parce que j'en ai jamais fait et ça m'a intrigué et j'ai même pas vraiment la base ni la théorie, mais c'est une bonne idée. Je vais regarder. Je n'ai pas fait mon cursus street. Ce sera avec joie si je sais un peu comment me lancer ou je vois au moins 2-3 mecs le faire. Ou je sais qu'il y a pas mal de vidéos, même sur le groupe ou sur YouTube, pour que j'ai un peu la théorie. Puis après, j'aimerais bien essayer. Reviens en France et on en fera ensemble. Ok, avec plaisir. Je passerai chez un grand ami à Cécile qui avait amené à Teresa Robles. Oui, d'accord. Ben voilà, ouais, avec Cécile. Ouais. À bientôt. Alors, les gens disparaissent au fur et à mesure. Alors, on va quand même demander à Soraya peut-être de nous parler un petit peu. Ok, je vous écoute. Car j'ai plus de
Et Soraya est-elle par là? Réseau. Bon, ben... Tony, as-tu des questions? Des questions personnelles par rapport Non, il a vraiment bien expliqué. Merci à toi. Merci, Pank. Par contre, il y a des réactions sur le direct. Il y en a Alors, une de Fabien Missoton qui dit déjà bonsoir à tous et merci pour ces nombreux partages et un coucou particulier à Lancelot. J'espère pouvoir te revoir à Liège comme on a parlé. Et Pank, je te confirme qu'on vient à tes formations pour tes partages et surtout ton énergie. Voilà pourquoi les vidéos ne sont pas suffisantes. On fait tout ceci pour des moments de partage et d'apprentissage et non pour un paplard. Bref, merci à vous tous de nous inspirer et nous pousser. merci Fabien. C'est de la part de Fabien. Mhm. On va se retrouver en Belgique, Fabien, c'est sûr. Ouais, Si bah, Dieu le voulte, comme je dis. Par rapport à l'avenir de l'hypnose, Pank, qu'est-ce que tu en penses? Qu'elle restera comme le passé. Je pense qu'elle va pas forcément, ça va pas changer. Je ne vois pas de révolution, je vois pas de choses nouvelles. Les neurosciences vont être sympas parce que ça va nous donner des explications pour des rationnels encore un peu plus rationnels. Ça pourra peut-être nous permettre aussi de s'améliorer sur certains aspects, bien que on se rend compte que ça fonctionne. Donc, parfois, même si moi j'aime bien mon côté rationnel, ça marche, on s'en fout, tu vois. Donc, moi, je ne vois pas d'évolution des masses. Par contre, peut-être qu'à un moment, en France, on sera limité pour son utilisation. Ça peut arriver. Mais il n'y a pas à stresser, on change les noms et tu peux dire, je sais pas, thérapie, quoi, accompagnement par la transe, hypno, je sais pas quoi. Tu changes, on s'en fout. De toute façon, ça sera un nom à un moment donné. Mais d'un point de vue purement technique et autres, on ne va rien trouver de nouveau. On va récupérer de l'ancien, on va parfois créer de nouveaux protocoles ou de nouvelles façons de percevoir les choses. Je pense que l'hypnose, on a tout vu. L'idée, c'est de se dire comment je vais l'exploiter moi, avec mon énergie, ma façon de faire et autres, mes croyances, mes valeurs, etc. Comment je vais l'exploiter pour accompagner quelqu'un ou pour travailler sur moi-même. Mais l'avenir sera comme le passé, hein. Il y aura des ups, des downs. Là, depuis 10 ans, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse parce que c'est devenu un business intéressant où tout le monde dit, et Richard l'a fait remarquer tout à l'heure, que tu peux créer ta petite boîte et être indépendant et tu vas être super content. Wouhou, tu vas être content parce que tu as à peine dépensé 3500 balles et tu peux maintenant créer ta boîte et avoir plein d'argent en te faisant 80 € la séance. Tu vas être content. Et puis après, il y a la réalité de la vie qui dit, putain, mais en fait, tous mes potes qui disaient qu'ils allaient venir, ils ne sont pas venus. Puis après, en fait, c'est galère, c'est dur, je suis tout seul, je vois personne. Et il y a plein qui avaient plein de rêves par rapport à ça qui ne peuvent pas ou ne vont pas le faire. Et ça continuera parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention post-formation à ce que les gens veulent devenir. Et il y a aussi tout à chacun, nous apprenants, qui ne sommes pas clairs sur nos objectifs, hein, un des trucs de base. Et ça ne va pas forcément évoluer. Donc, on verra. Je pense que, tu vois, on va passer sur la phase de la sophro. C'est-à-dire que, allez, encore peut-être... je suis même étonné que, tu vois, on soit encore dans le pic de notre courbe. Mais à mon avis, là, on arrive sur les phases où ça va commencer à bloquer et puis ça va redescendre et ça va faire comme la sophro. La sophro, ça a été partout dans les années 90, début 2000. Là, maintenant, c'est l'hypnose, mais t'inquiète, ça va pas durer super longtemps parce que tout est cyclique et on va trouver quelque chose de plus sympa, plus fun, qui va permettre de réorienter les gens, etc. Et ça passera. Tu penses que la technologie pourrait rentrer en jeu? La techno, ouais. Alors, tu sais que moi, je bossais avec... là, je ne les ai pas eu depuis quelques temps, mais j'ai bossé pendant presque 2 ans pour créer une IA qui fait de l'hypnose. Donc, ouais, moi, je suis pour les machines. Et donc, avec des gars au Japon. Et toutes les semaines, on bossait pour qu'elle... alors, au départ, hein, on n'est pas du tout dans Terminator. Hein, c'est pas gagné du tout. C'est pas Siri non plus. Tu vois, il comprend pas grand-chose. Mais commencer à faire
un espèce de routine automatique, puis commencer à faire comprendre l'IA sur la routine. Et là, pour l'instant, c'est un peu en off parce qu'ils sont en train de le mettre en mode VR pour les Oculus, etc., pour commencer à faire des séances d'hypnose au travers l'Oculus et en fonction des mains, parce qu'on veut bosser avec les pré-tests, moi je joue beaucoup avec ça, voir, l'Oculus voit pour voir si c'est OK, pas OK, etc. etc. Va y avoir pas mal de choses, je pense, sur la techno. Il y a déjà les lunettes, les trucs pour dormir, il y a plein de choses. Ça remplacera, alors même si l'IA est super intéressant, même si elle est très intelligente, même si elle comprend très vite les patterns, il y a des petites choses que je pense qu'on ne sera pas remplacé tout de suite. On sera peut-être remplacé un jour, mais on va avoir du temps. Parce que l'humain avec l'humain. Donc ça va aider les gens, mais on l'observe quand même pas mal. On enseigne l'auto-hypnose aux gens, à nos propres partenaires. Hein. Ils viennent, on veut les rendre indépendants, ils apprennent l'auto-hypnose, puis au bout de X semaines ou X mois ou X années, ils reviennent, ils disent « Ouais, mais non, moi, je veux reprendre une thérapie ou je veux avancer sur des trucs. » Le rapport humain. Donc, on revient au thème de tout à l'heure. Hein. Les éléments divers fait qu'à un moment donné, ils ont envie à nouveau de ce contact, ce rapport, ces mouvements, après, en fonction de comment vous bossez. Alors que pourtant, ils ont l'outil, ils ont l'auto-hypnose. On pourrait même leur dire, tiens, je t'ai vendu un casque VR avec Bank Corporation Reality Virtuelle. Ils s'en foutent. Ils vont l'utiliser comme on le fait. Vous avez vu comment on est des consommateurs de tout. On a Petit Bambou, je ne sais pas quoi, je ne connais même pas, mais tu sais, des applications méditation et tout. Tu utilises ça et pour autant, ils vont quand même voir des thérapeutes ou autres. Donc, je pense que ça va s'associer un peu à notre boulot. Ça ne remplacera jamais notre boulot. Et ça va ouvrir, là encore, ça faut le voir en hyper positif, à du mieux-être dans une société qui clairement est en souffrance. En tout cas, moi, c'est ce que je vois de plus en plus. Et si des lunettes, de la VR, des IA peuvent s'occuper que les personnes qui sont en souffrance souffrent un peu moins, moi, je suis pour à 200%. Rien à voir, mais des fois, dans tes vidéos, tu es en Asie. C'est en Chine ou au Japon, tu vas? Japon, souvent. Japon. Je suis allé en Chine, j'ai des vidéos en Chine, j'ai des vidéos en Inde, parce que avec 8 ans au quotidien, moi, je continue mes voyages. J'ai fait des vidéos en Ouzbékistan, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, au Japon, aux US. Mais ouais, à chaque fois, je devais… Alors, imagine quand je devais mettre une vidéo en Inde, quand le débit en Inde, c'est une galère de dingue. Donc, je devais compresser dans tous les sens les vidéos pour qu'elles arrivent le lendemain en France. Sinon, c'était mort. Je passais la nuit à la downloader. J'étais à 40% le matin, tu vois. C'était super. Ou en Afrique du Sud, au plein milieu d'un village de trucs, tu dis, vous avez la Wi-Fi? C'était pas trop gagné, tu vois. Mais c'était aussi un de mes petits challenges pour me dire, on peut montrer à tout le monde que même quand c'est super compliqué de partager des infos ou autre, tu arrives à faire ta vidéo au quotidien. C'était mon petit challenge à chaque fois. Genre, comment je vais faire? En Chine, tu ne peux pas aller sur Google. Eh oui. Du coup... grosse galère. Ok. Ou peut-être faire le tour de table, ou je ne sais pas, après les autres. Donc, Soraya a l'air d'être là. Juste, déjà, si, en fait, le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à nous rejoindre, elle dit, mais alors qu'elle est sur le live. Je pense qu'elle a un truc qu'elle n'a pas compris. Ah oui, c'est curieux. Ouais. Sinon, il y a une question qui vient elle n'a pas le son. Elle n'a pas le son, donc voilà. Ah. Sinon, il y a une question de Lionel Tailleur qui vient d'être posée. Le voyage est une forme de formation. C'est encore une fois une question un peu rhétorique, mais… Ouais. Alors, je répondrais non, le plus long des voyages est celui que l'on vit à l'intérieur de soi. Non, c'est une connerie. Ouais. Alors, moi, en plus, moi, tu sais, quand je voyage, j'ai toujours un objectif. Je veux soit apprendre culturellement et tenter d'associer avec des notions comme, on en parlait avec Lancelot tout à l'heure, du fakirisme, les principes qu'il peut y avoir en Inde par rapport à ça, ou avec les Chinois, avec le Qi, est-ce que leurs travaux avec le Qi, c'est pas juste une intention, le yi chez les Chinois, qui en fait nous ramène à la suggestion et à la transe, etc. Ça, j'ai toujours ce questionnement. En fait, quand je fais quelque chose, moi, je pense que transe, suggestion, énergie, si on parle sur un autre plan, etc. Et donc, quand je vais en voyage, c'est pour un peu capter les cultures par rapport à ça, soit me former en parallèle, soit les combattre.
Donc, je suis toujours dans ma sphère où je vais chercher des références, des infos, des rencontres qui peuvent me permettre de me dire, ah, ok, peut-être que je n'ai pas capté ça ou pas correctement, ou peut-être qu'il y a une autre voie, ou peut-être il y a autre chose qui me permet de me remettre en question. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est réellement quelque chose qui est formateur, ne serait-ce que par l'intention de départ. Là, une fois de plus, c'est le cadre qu'on va mettre au départ qui va permettre de savoir si oui ou non je vais vivre telle ou telle chose dans mon voyage. Plus je cadre, plus j'ai de chances et d'opportunités de créer ce que j'ai envie. C'est très clair. J'en profite juste pour ceux qui sont encore en train de regarder le live. Il y en a encore 22. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à l'écrire sur Facebook et puis on les partage directement via… J'arrive plus à parler ce soir, moi. Via Zoom. Yes, Richard. Tu publies régulièrement des livres avec ce côté que j'ai pu remarquer, où tout d'un coup, tu es très prolifique, en tout cas au niveau publication, puis après ça s'arrête. Quelles sont tes inspirations, tes moments où tu te dis, il y a des choses que je mets en vidéo, d'autres que je publie, et éventuellement, est-ce que tu as aussi des futures publications à proposer prochainement? Un petit peu, quels sont tes projets dans l'avenir? Alors, au niveau vidéo, au niveau écrit, à quel niveau? Là, pour l'instant, au niveau écriture, par exemple. Écriture. En écriture, je sors à peu près tous les 2-3 mois un essai. C'est mon truc, là, tu vois, je dois être à… Je me suis dit, il faut que je fasse 100 essais. Ça n'a aucun sens. C'est juste comme ça, je me suis dit, 100, ça fait bien, je vais être content. Donc, je vais faire 100 essais. Là, j'en suis à 67 ou 68, tu vois. Les essais, ils me servent de jalon. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi, je ne pense pas qu'on pense toute sa vie de la même façon parce qu'on a plein d'expériences qui vont parfois modifier nos croyances. Par contre, je trouve que c'est intéressant de s'interroger et de poser ces réflexions à un moment T. Tu vois, il y a des moments, je suis dans une optique où je me dis, tiens, là, je suis en train de finir un bouquin sur notre capacité à vivre l'ombre et d'arrêter, un bouquin, c'est un essai où l'idée est de comprendre que ça ne sert à rien de se raconter des conneries à dire qu'on n'est pas ce que l'on est, parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'à nous qu'on est en train de mentir. Et que dans notre quotidien, toutes nos ombres, elles se voient. C'est juste que les gens, parfois, ne veulent pas le voir d'un point de vue moral, ne veulent pas le voir d'un point de vue éducatif, et que nous-mêmes, on préfère ne pas voir que l'on est cette ombre-là, alors qu'au bout du compte, on est constamment cette ombre, en train d'exprimer cette ombre, et tant qu'on n'est pas en train de valider l'existence de cette ombre et la connexion avec, et dire c'est pas une partie de toi, c'est toi pleinement, il y a, je trouve, une notion assez problématique dans l'évolution de soi parce qu'on n'est pas que lumière, et on en parlait tout à l'heure avec Lancelot. Moi, je suis plutôt un explorateur des ombres. J'aime l'ombre, j'aime l'obscurité, j'aime le dark, tu vois, mais pas parce qu'il y a un côté sadique ou maso dedans, c'est juste que pour moi, il y a plus de vrai. Alors après, est-ce que je suis du dark side de la force, j'en sais rien, peut-être que Dark Vador m'a eu, mais dans tout ça, je trouve qu'il y a une vraie association et une rencontre avec soi-même quand on arrête de se raconter toutes ces conneries de on est géniaux, lumineux, parfait, on est un corps génial. Non, on est plein de merde et c'est pas un problème. Et tu vois, là, en ce moment, je suis sur ces notions-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vois beaucoup en pratique. Et mes essais, c'est souvent par rapport à des feedbacks de sessions. Me dire, tiens, en ce moment, je vois beaucoup ça. Et moi, c'est aussi une orientation d'un point de vue technique ou stratégique que je mets en place par rapport à mes sessions. Donc, là, je dois avoir 5 ou 6 essais qui sont de côté, tu vois, et que je dois sortir, mais je ne sais même plus les noms. Il y en a, je ne sais même plus ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit, moi, j'ai écrit ça en 3 jours, tu vois. Je fais, OK, j'ai un truc, j'écris, puis après, je fais, OK, bon, c'est fini. Je l'envoie à une copine qui relit, et puis moi, je ne relis même pas, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Mais c'est un besoin pour moi de me dire, j'ai besoin de poser ça. J'ai besoin de poser ça, ça me permet de clarifier, ça me permet de partager. Et je fais ça en cours parce que j'estime qu'on peut donner des trucs assez denses sans avoir j'ai pas d'éditeur, donc je m'en fous, j'ai pas à répondre à des critères. Et ça me permet d'avoir des feedbacks qui sont super intéressants, à dire ah ouais, ça j'ai bien aimé, et me dire tiens, ça c'est quelque chose qui peut être réexploitable dans des vidéos, dans des explications vis-à-vis des gens, etc. Donc là, j'ai des essais, mais je t'avoue, je me souviens même pas des noms. Attends, je vais essayer de regarder si je te retrouve ça vite fait. Mais là, je suis en train de finir un bouquin, un petit essai. Il est quasiment fini de toute façon, mais c'est juste que je dois peaufiner 2-3 trucs, qui est sur les ombres. Attends, c'est là-dedans que j'ai mis ça. Microsoft, non, bouquin. Donc tu vois, prévision, j'en suis là.
Donc, halte à la saturation, créant de l'espace. Méthode Condor, c'est un truc que je développe depuis pas mal de temps. Objectif, les clés de son évolution. Nous sommes des ombres, on ne change pas. Oui, alors en plus, je prends toujours des sujets qui vont à l'inverse des trucs genre, voyez le verre à moitié vide. Hein, parce que j'en ai marre des truismes à la con qu'on nous impose, genre, il faut penser positif, il faut penser comme ça. Et je me dis, mais ouais, mais si on regarde de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est tellement problématique? Sortez de votre zone de confort. Ben pourquoi? Mais pourquoi? Développe ta zone de confort jusqu'à être tellement bien qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin de sentir d'inconfort, tu vois. Et en fait, j'aime bien me mettre dans cette notion à percevoir la notion de façon plutôt ce qui est considéré comme pas bien, à ne pas faire, obscur, parce que ça nous permet de capter les trans aussi dans lesquelles on s'est automatisé ou les réponses préétablies qu'un système nous a imposées. Oui, oui, c'est parfait. Bon. Donc voilà, ça répond à ta question. Tes prochains projets? Parce que là, tu as fait quand même une 50aine de vidéos sur la méthode Silva. Donc, en tout cas, c'était de beaux échanges, de belles rencontres, je pense, pour toi. Ces moments-là, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, là. Silva, ouais, Silva, pour ceux qui connaissent, c'est une méthode de dev perso qui est basée sur l'hypnose, même si José n'a pas voulu donner ce nom-là. Et ce qui est cool, c'est que là, avec les différents podcasts que je fais avec Ed Bernd, qui a été son bras droit, celui que j'ai mis la dernière fois de Gary CV, tout le monde admet complètement que c'est de l'hypnose. Et après, il y a une étape qui est un petit peu plus spirituelle, ésotérique ou autre. Et c'est un système qui est divisé à la base en 4 modules qui permet petit à petit de partir de quelque chose de très pratique pour aller vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, spirituel et qui permet de se découvrir au travers d'un état qu'il appelle l'alpha, le niveau alpha, qui est les ondes cérébrales de 7 à 14 Hz, qui équivaut à une transe moyenne pour l'hypnose. Et on peut parfois, et ça c'est dans les ultras, on travaille ultra, arriver au niveau θ qui représente pour nous le niveau somnambulique en hypnose. Donc, on est plus vers du 4-7. Donc, toute cette dynamique-là, c'est un projet moi, qui m'intéressait parce que la méthode Silva, je trouvais que parfois, ça pouvait partir un peu trop dans de l'ésotérique. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, où moi, j'étais très, très, très ésotérique, travail interne, travail spirituel, etc. Et je suis arrivé à, OK, moi, je me recentre un petit peu, je remets les racines bien cartésiennes, logiques. Et je tends à voir, parce que l'hypnose a été une porte d'entrée pour moi, de redonner ce lien que j'ai pu percevoir dans le non-visible pour certains, dans l'immatériel, si on nomme ça, vers quelque chose qu'on pourrait plutôt expliquer de manière psychologique et rationnelle, le plus rationnel possible en tout cas, à des personnes. Et donc je suis parti sur cette dynamique-là, je l'ai proposé à Ali il y a quelques mois, et elle a adoré l'idée. Et donc à partir de là, moi j'ai dépioté le cours, où j'expliquais en quoi c'était très proche de l'hypnose à tel truc, puis au fur et à mesure, on débattait dessus, on voyait dessus, on se posait des questions. Et vu que moi, quand j'étudie quelque chose, je suis un peu passionné, je voulais voir les anciennes newsletters du système. Oui, tu as eu accès à tout le paquet, quoi, c'est ça, hein? Ouais, j'ai tout, mais j'ai tout parce que j'ai contacté Ed au travers de Lee, donc Ed, ancien bras droit de José, et je lui ai dit, mais moi je suis prêt à payer pour avoir les PDF, pour numériser les trucs, comme ça après tu les revends et puis tout le monde sera content. Et donc là, j'ai 35 ans de PDF à lire. C'est magnifique. C'est sympa, c'est sympa. Surtout, on va voir l'évolution de la pensée, de la sémantique, de la manière de faire. Et puis, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, pareil, l'un des premiers instructeurs de Ed, Jerry CV, j'ai réussi à l'avoir. Et ce qui est cool, c'est que Lee connaît plein de gens de la méthode Silva, parce qu'elle est directrice France et elle a été très en contact avec la famille Silva. Et donc, ça me permet, moi, de parler avec les anciens. Or, moi, c'est un de mes gros kiffs. Si j'avais un projet continué et que j'aimerais vraiment, c'est
j'ai commencé en fait en 2017, c'est aller voir les anciens. Pourquoi je suis allé voir Bendler, pourquoi je suis allé voir Grinder, pourquoi je suis allé voir Cal est plus jeune, mais pourquoi je suis allé voir Bird Goldman, etc., qui a 90 ans, pourquoi je vais à la NGH, parce qu'il y a plein de vieux. Et en fait, j'estime que les anciens, si on reprend la question tout à l'heure de Marc, le futur, il est dans le passé. Donc, c'est parce que le passé a existé, parce que le passé a transmis, et parfois qu'on a oublié qu'il a transmis, qu'on a un futur. Et les anciens, moi j'ai un surkiff sur les anciens, sur la connaissance des anciens, sur leurs expériences. Et tu vois, si j'ai un gros projet de vie sur l'hypnose, c'est voir les anciens, capter ce qu'ils voulaient partager, voir aussi les mises à jour qui ont été faites, comment ils ont évolué. Et là, avec la méthode Silva, j'ai cette occasion-là. L'idée que j'avais, mais il faut que je vois avec Lee, serait a posteriori, vu qu'elle connaît aussi plein de vieux de la NGH, donc National Guild of Hypnotists, c'est d'entrer pareil en contact avec les anciens et commencer à faire des interviews avec les anciens. Parce que je pense qu'on va perdre beaucoup de connaissances, parce que on en a perdu déjà plein, on le sait bien, mais je trouve que les formats qu'on a comme ça, avec des lives ou même des podcasts, ça permet de rendre vivants les personnes qui vont partir et ça nous donne une source d'inspiration, de réflexion, de remise en question, se dire « Ah ouais, bien sûr, c'est ça comme ça ». On peut se dire « C'est obsolète, c'est plus à jour, etc. » Qu'importe, ça nous permet d'avoir une réflexion et nous remettre un peu à notre place de petits cons parce que on croit rapidement qu'on sait, qu'on connaît, etc. Non, il y a des gens qui connaissent. Tu te dis « Ah ouais, d'accord, je comprends un peu mieux ». Et ça, c'est ce que j'aime avec le principe de l'expérience de vie, l'expérience pratique, etc. Donc, la méthode Silva, là, la semaine prochaine, maintenant, à partir de samedi, là, je fais la formation instructeur, toujours dans le même optique. C'est vraiment pour comprendre de l'intérieur comment fonctionne le système. Je n'ai pas spécialement envie d'être instructeur et donner des cours, mais ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment on en arrive là, pourquoi on en arrive là, etc. etc. Et surtout, motiver les gens vers ce système ou un autre système, mais qui leur montrer que c'est sympa de travailler sur soi, qu'on a des vrais potentiels sympas, qu'on peut souffrir, on peut être mal, on peut ne pas être dans un bon moment de sa vie, etc. Mais qu'il y a des systèmes bien structurés. Avant tout, l'auto-hypnose pour moi, mais tu vois, la méthode Silva est pour moi une auto-hypnose peut-être même mieux structurée que nos cours d'auto-hypnose, qui emmène vers une meilleure connaissance de soi, un respect de soi, qui nous amène aussi vers un étonnement de soi, se dire wow, c'est incroyable, je peux faire des cas. Alors les cas, c'est des travaux pour scanner à distance peut-être les problématiques des gens et donc travailler avec son intuition. Des choses que je trouve belles et puis qui peut apaiser des âmes, des cœurs, des personnes et travailler sur soi pour se dire, je reprenais Jerry, mais Jerry, il a arrêté l'héros en 30 jours. Il était en cas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on sait ce que l'on a besoin et que là, il était à 2 doigts de mourir, l'action qu'il met en place a un impact qui est beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que toute personne qui serait héroïnomane à haut niveau en suivant de l'auto-hypnose ou de la méthode Silva ou qu'importe le système que vous suivez sera guéri ou pourra enlever cette habitude, mais il y a une possibilité d'eux et si on ouvre une porte à dire une personne l'a fait, peut-être il y en a eu 2, 10, 20, 100, 1000, 10 000, et tu peux être une de ces personnes-là. Et donner cette notion à dire aux gens, vous êtes capable de, vous avez la possibilité de. Des personnes ont vécu la même chose que toi et ils ont eu des portes de sortie. Et tu as donc des portes de sortie. Ça va être dur, ça va pas être sympa, mais tu peux. Et tu vois, ça, c'est ce que j'aime dans ces systèmes et je trouve que Silva est suffisamment ouvert, sans rentrer dans du dogme, dit quoi que ce soit, pour permettre à tout à chacun de s'éveiller à quelque chose de plus positif, comme je surkiffe l'auto-hypnose et que j'invite toujours tout le monde à dire commence à travailler l'auto-hypnose, bosse sur toi, mais parfois les gens ne savent pas où, quand, comment, pourquoi, ce que Silva a déjà pré-mâché pour beaucoup de personnes. Il y a une certaine régularité de toute façon dans la pratique et à garder, et toutes ces méthodes-là, en tout cas, de ce que j'en ressens, c'est toujours pareil, les personnes trouvent à un moment des bonnes excuses pour ne pas les pratiquer de façon régulière. Au bout d'un moment, ils se retrouvent effectivement à oublier, à se perdre de nouveau dans tout ça. Donc, on va dire mise en place de rituels du matin ou du soir ou même dans la journée, de prendre du temps pour s'écouter en auto-hypnose et toutes ces techniques, en tout cas de relaxation, de respiration et tout ça, sont là pour pouvoir s'aider, apprendre un petit peu à s'écouter
Et c'est bien, en tout cas, qu'il y ait des méthodes qui soient proposées et qui soient validées par beaucoup de personnes pour que cet effet égrégore, en tout cas, puisse marcher. Donc, en tout cas, ouais, c'est une des méthodes, notamment la technique du verre d'eau, est quelque chose de hyper intéressant. Moi, je m'amuse de voir à quel point, bon, ça me fait chier au niveau de l'horaire, mais entre 3 et 4 heures du matin, j'ai tout d'un coup un déclic en me disant, mais ouais, c'est bien sûr et la réponse à la question, ainsi de suite, mais ça fait partie en tout cas des choses en rituel que j'aime bien de temps en temps mettre en place avec d'autres choses. Et au bout d'un moment, il y a une partie de nous, ok, on a fait tout le tri de ce qui s'est passé dans la journée, et là maintenant, je vais traiter ta question ou tes problématiques, et ça paraît mais d'une simplicité, et je trouve ça effectivement génial. Ouais, ta remarque, elle est importante. Moi, c'est un des trucs qui me turlupine souvent, que ce soit pour l'hypnose, que ce soit pour n'importe quel système, tu vois, les arts martiaux ou autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un commence à un système. Bon, il est passionné au départ, c'est bien, les passionnés, il faut de la passion. Mais si c'est juste une espèce de feu intense qui va mourir au bout d'un moment, toi, cette espèce de geyser d'énergie, c'est bien, mais je me dis, merde, c'est à nous en tant qu'enseignant, professeur, instructeur, qu'importe le nom qu'on va porter, de lui faire comprendre que cette énergie, elle doit commencer à se diluer pour réussir à se maintenir dans le temps. Souvent, on commence un système parce qu'on n'est pas bien. Et une fois qu'on va un peu mieux, qu'on a vu des feedbacks, on arrête. Combien d'hypnos arrêtent l'auto-hypnose? Et moi, je suis toujours halluciné quand quelqu'un me dit « Ouais, mais je suis allé chez le médecin où j'ai des céphalées depuis longtemps. » Et je dis bah, « T'as qu'à utiliser l'auto-hypnose, tu vas les apaiser. » Et « Ah ouais, non, mais j'y arrive plus. » Comment ça, tu n'y arrives plus, mec? À la base, ton job, c'est tous les jours de revenir un petit peu à travailler ton auto-hypnose, tu devrais maîtriser. Oui, mais j'en ai eu beaucoup pendant longtemps, ça a marché, et puis bon, vu que j'en avais plus, je ne l'ai plus travaillé. Et ça, je me dis, merde, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à stimuler suffisamment les gens pour leur dire, mec, passe 5 minutes par jour à faire ton auto-hypnose, ta méditation, ta respiration sous la douche froide, qu'importe ton rituel, mais enseigner ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Ouais, mais tu vois, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je vous disais au départ, je tente de montrer au travers d'un truc aussi bête que mettre une vidéo par jour qu'on peut être constant. Et je suis vraiment comme tout le monde, tu vois, je suis un mec avec plein de défauts, avec plein de trucs qui ne vont pas, et je me dis quand même, non. Si tu arrives à être congruent, tu as peut-être une personne qui pourra se dire, bah, le Pank, là, il a réussi à faire ça tant de temps, bah, moi, je vais réussir à le faire pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Mais je n'ai pas encore trouvé, tu vois, le levier, la suggestion, l'élément qui va faire que la personne se maintienne. Et c'était un questionnement que j'avais il y a... C'est un état d'être intérieur, ça ne peut pas se fabriquer. Oui, mais tu vois, au moins lui permettre de trouver les clés pour aller ouvrir cet état, au moins l'initier. J'entends. Tu vois, tu ne peux pas imposer les choses aux gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, dans ce cheminement intérieur, proposer l'initiation possible pour. Après, tu feras ce que tu veux de ta clé, mais tu l'as. Et pour l'instant, il y a des moments, je me dis, est-ce qu'on n'a pas on n'a pas correctement réorienté, c'est ce que je disais avec Silva, où il y a des moments, les gens, ils oublient que la base de Silva, c'est juste aller en alpha. Donc, pour les hypnotistes, c'est juste aller quotidiennement en auto-hypnose et puis passer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Basta. Il n'y a pas de recherche forcément plus. Parfois, c'est juste pour te relaxer, pour t'apaiser, pour te recentrer, pour t'aimer, t'écouter, qu'importe, mais un truc très basique. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Ils vont parler d'une technique. Tiens, j'ai fait le miroir de l'esprit. Tiens, j'ai fait un cage. Super. Mais est-ce que ta base, tu l'as fait? Bon, je reviens sur mon discours, je disais tout à l'heure. Moi, je suis un fan des bases. Les bases, c'est avec ça qu'on fait tout. C'est avec nos bases d'absolument tout en musique ou autre qu'on va pouvoir composer. C'est parce qu'on connaît nos gammes. C'est parce qu'on sait… On connaît l'alphabet qu'on peut lire et qu'on peut parler. Exactement. Tout à fait. Et ces cheminements là où moi, revenons aux bases. Pourquoi je veux étudier les anciens pour montrer, regardez, ils ont créé ça, mais au bout du compte, ils pensaient ça. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure d'Erickson? Erickson, sa base, c'était l'hypnose classique. Et notre base à tous, tout hypnotiste, qu'importe notre courant, qu'il soit spirituel, ericksonien, néo-machin, truc, c'est l'hypnose classique, très basique, avec un niveau de transe, avec des suggestions. Point. Il n'y a pas autre chose. Après, on va pouvoir s'offrir une possibilité et l'émergence de plein de choses, une arborescence, parce qu'on a des bases, on a des racines qui ressemblent à quelque chose et qu'on va pouvoir faire évoluer le tronc
on va pouvoir faire évoluer nos branches, nos feuilles, nos fleurs, nos fruits, mais ça, c'est après. Les bases, tu vas toujours revenir aux bases. Et ça, c'est mon côté martial. On va dire non, c'est bien, tu veux faire des coups de pied de malade, tu veux faire un truc de fou, tu veux l'étrangler comme ça, super, mais montre-moi que tu sais faire déjà ton premier coup de poing, ton premier coup de pied, ta première amenée au sol, ton premier étranglement. Le reste, je m'en fous. Et tu vois, c'est un peu ça que je trouve que je n'ai pas encore trouvé le levier pour peut-être stimuler un peu plus, pour maintenir cette flamme pour autre. Et ça, c'est un truc où je me dis, bon, bah, il faut taffer, il faut chercher, il faut trouver, il faut expérimenter. Et avec J'ai envie de te dire, c'est possible. Moi, ça fait 60 ans que je fais ça, tu vois. Et j'ai toujours la même passion que le premier jour. Oui, mais justement, tu vois, il y a des preuves. Moi aussi, je suis passionné depuis le départ de plein de choses. Mais qu'est-ce qui fait que, tu vois, même quand on est passionné et qu'on en parle, moi j'avais remarqué, des gens disent ah, mais c'est cool, là, on a eu une conférence où on a papoté ensemble. Tu vois, moi je fais beaucoup d'hypnopapotage où on se rejoint, on papote et tout. Les gens ils disent ah, putain, j'ai de l'énergie, mais après cette énergie elle down. Et je me dis merde, ouais, parce qu'ils ne se l'auto-entretiennent pas, tu vois. Je sais bien, mais tu vois, c'est. La bougie, elle s'allume, mais elle s'éteint si tu ne la rallumes pas. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est leur apprendre à maintenir cette bougie. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse. C'est un truc qui m'intéresse, mais j'ai pas de réponse. Il faut faire du TikTok ou du Facebook avec ce côté où tu zappes toutes les 10 secondes avec une nouvelle vidéo, ainsi de suite. Et là, les gens, ils suivent. Ils n'ont pas 5 minutes à s'accorder pour eux, mais par contre, passer 15 minutes sur des ils trucs, partent vers l'extérieur au lieu d'aller vers l'intérieur, tu comprends. Et donc, Marc, tu voulais parler? Oui, rien à voir autre sujet. Pendant un moment, je crois que c'était l'année dernière, tu avais travaillé sur, si je raconte pas de conneries, l'accompagnement par rapport aux drogues, aux jeunes. Tu voulais faire une assos, ou en tout cas tu l'as fait. Ça en est où ce projet ou... Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Alors moi, je lance énormément de projets. Sauf qu'après, j'ai pas Ce qui est beaucoup cool, suivi. c'est bien. Ouais, bah après, tu dis, il y a toujours un moment ou un autre, ça va passer. Tu sais, ouais. Moi, j'ai vraiment la pensée du perdant, mais pas du tout en péjoratif. Hein. Moi, je suis le mec qui foire. Donc, par essence, foirer, pour moi, n'est pas un problème. Hein. C'est le mec qui tombe par terre et qui, à un moment, va se relever. Et moi, je me dis, je vais me relever et je vais trouver une solution. Donc, j'initie plein de choses. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et à chaque fois, on me dit, mais tu continues. Je dis, ben oui, parce qu'il y a un moment ou un autre, je vais trouver un levier qui permettra de. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé peut-être le thème, l'approche, la manière de. Donc ça, ouais, c'était quelque chose qui pour moi était important. Je suis particulièrement touché par les ados parce que j'estime que c'est les futurs adultes de demain et plus encore que les enfants. Enfin, je comprends, j'ai pas la même accroche avec les enfants. Il y a un côté doudouille, gentil, mimi chez les enfants, c'est cool, mais ça m'intéresse pas. L'ado, il est dans une transition psycho-émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Il y a vraiment une espèce de conglomérat de choses qui se passent et à ces moments-là, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en tant qu'ado. Moi, tous mes potes se sont drogués. Il y en a plein qui n'ont pas bien fini. Il y en a d'autres qui ont très, très, très mal fini. J'ai vraiment eu plein de choses. Et je me dis tout le temps, c'est un moment où les gens sont hyper influençables. Et on le voit, hein, les gens qui font de l'hypnose de rue, si vous le faites sur des ados, ça passe super bien. Ce qui est d'ailleurs pas forcément toujours le truc à faire. Mais cette notion de pouvoir les accompagner, les aider à décider. Je ne dis pas à ne pas faire, à décider. Parce que la pression sociale, parce que la suggestion de groupe, parce que l'intensité et l'incapacité de cadrer à un moment donné ses propres décisions est quelque chose d'hyper compliqué à l'adolescence. Entre le rapport hormonal, hein, qui tout simplement nous fait péter des câbles, nous fait passer par des états qui sont complexes, c'était quelque chose que je voulais vraiment travailler pour dire, si tu peux parfois ne pas prendre ton spliff ou pas prendre, vous avez vu que là aujourd'hui c'est beaucoup avec le gaz hilarant, etc., à la place de prendre tes bonbonnes, mais plutôt te taper un trip. Et là, moi, je repartais sur ce que nous, on connaît, montrer qu'ils partent comme des balles en transe, ils peuvent se taper des pics de rire tout seuls, sans avoir à prendre quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou les mettre dans un état d'apaisement, de plénitude, de calme, et leur montrer qu'ils sont capables de créer les gâchettes, les triggers qui vont leur permettre d'aller bien, d'aller mieux. J'étais parti sur cette idée-là, à me dire, si on peut commencer à créer des groupes de jeunes qui se défoncent sous hypnose, ça me va, tu vois, il y a concert sous hypnose le 28, là, ce que disait Lancelot, défonce sous hypnose, mais que défonce sous hypnose. Pas d'adjuvant. Et je pense que
il y a vraiment quelque chose de cool à mettre en place dans ce process. Je n'ai pas encore trouvé les leviers. J'ai eu des personnes qui ont des problèmes d'addiction à la drogue ou des jeunes qui avaient des problèmes par rapport à tout ça, où on a pu travailler des choses, notamment ces triggers pour qu'ils se marrent, pour qu'ils s'apaisent, pour qu'ils sachent dire non, pour qu'ils se renforcent, etc. Mais je n'ai pas pu faire ce que j'avais en tête. C'est pas grave, je relancerai. Peut-être en essayant de faire le buzz en quelque sorte justement sur d'autres plateformes, ça amènerait peut-être du monde. Mais possible, enfin, mais tu sais. Justement, les jeunes, les ados, ça les toucherait peut-être un peu plus. Ouais, mais ça arrivera. Tu sais, moi, je suis très. Pour l'instant, Oui, c'est pas ça. Ça passera. Puis tu sais, il suffit de pas grand-chose. Moi, je propose, je vois, dès que j'ai l'occasion de le faire, je tente de le faire. Et puis, si ça fonctionne, je me dis toujours, les gens vont parler, et puis c'est cool. Chaque chose en son temps, c'est pas grave. J'ai d'autres idées, ça va le faire. Alain, peut-être, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais deux petites questions, mais je crains qu'on arrive à 2 heures du matin facilement. Tout à l'heure, Pank, tu as fait une remarque sur le prix d'une formation à 3500 balles, mais je crois que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se former, il va plutôt sortir 10 000 euros pour avoir son cursus complet. Mais bon, ça, c'est une aparté. Je pense que c'est très exagéré, tous ces tarifs. Et puis, je voulais savoir un petit peu comment tu décomposes la structure de ce qu'on appelle globalement l'hypnose entre la partie mise en transe, donc la transe dans laquelle la personne est amenée, la partie action entre guillemets thérapeutique que tu vas induire, la partie de la personne elle-même, parce que la transe, c'est la personne qui se la crée, même si toi, tu es là pour la guider, pour l'emmener là-dedans. Et toi, ce que tu communiques, est-ce que tu retires de l'échange? Parce que je pense, et c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, je pense que quand on fait une séance à quelqu'un, la personne que, entre guillemets, on soigne, c'est d'abord soi-même. D'accord. Alors, moi, là, sur ta dernière phrase, je ne serais pas tout à fait d'accord parce que dans ce cas-là, j'estimerais que je suis dans un rapport transférentiel. Et dès lors, ça, ce n'est pas mon partenaire ni moi-même à ce moment-là de le faire, mais plutôt moi avec mon thérapeute. Tu vois, je le mettrais plus à ce moment-là. À ce moment-là, si ma posture, pour moi, la posture de base d'un praticien, c'est être 50% centré sur toi, 50% centré sur le partenaire. C'est un de mes prérequis. C'est-à-dire que si à un moment donné, je m'oublie dans la séance, ça veut dire que je suis en train de merder. Si je pense qu'à l'autre, ça veut dire que je veux le sauver. Si je ne pense qu'à moi, ça veut dire que je suis en train de me sauver. C'est-à-dire que je ne fais pas attention à l'autre. Donc, la posture de base du praticien, pour moi, doit être basée 50% sur soi. Alors après, les stats, on est bien d'accord, on apprend à s'équilibrer. Et sur l'autre. Par contre, si à un moment, je veux absolument sauver l'autre, absolument l'aider, absolument faire qu'il aille mieux, c'est déjà que je suis en train de merder. Parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va avoir lui-même son propre boulot. Moi, je suis là pour ouvrir. Donc, mon job à moi, ça va être de lui poser des questions, d'avoir le travail vraiment technique, inductif, deepener, travail de recadrage, tout mon boulot de base. Ça, c'est mon job. Et mon job, il est basé là-dessus. Son job, c'est répondre à mes suggestions. Moi, j'ai une notion qui est vachement basée sur la compliance, donc l'accord de l'autre. Je ne demande pas à ce que l'autre aille contre, je suis d'accord par contre, qui me disent je ne suis pas d'accord. Mais quand je dis lève tes bras, tu lèves tes bras. Je ne te demande pas de le faire dans 10 ans ou de le sentir si une entité spirituelle te parle. Je m'en tape. Tu lèves ton bras quand je te demande de lever ton bras. Pourquoi? Parce que je te demande d'être compliant par rapport à ce que je te propose. Ça, c'est ton job à toi. Parce que je suis l'opérateur, parce que tu es la personne qui va suivre. Moi, c'est un des prérequis qui sont hyper importants. Les réponses, tu dois me les donner dans les 3 secondes. Pas dans 10 heures, pas dans, je sais pas, dans 3 secondes. Tu as 3 secondes pour me répondre à des questions. Et mes questions, ça peut être qu'est-ce que tu vis? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis un peu oppressant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, tu as souvent les notions qui sont vraiment instinctives qui vont sortir et tu as plein de mots, de logique, d'émotions qui vont être beaucoup plus clairs que tout le rapport excessif de rationalisation qu'on va laisser avec un temps entre ma question et la réponse. Donc, sur mon process, je fais quoi?
moi, je m'amuse à appeler un questionnosophe. Je pose énormément de questions. Mes principes inductifs fonctionnent souvent par le questionnement. Pourquoi? Parce que le questionnement nous permet quoi? Une focalisation interne. La notion de la focalisation interne, on sait que ça va permettre dès lors d'avoir un rapport dissociatif entre ce que lui, il écoute et ce que lui, il est en train de revivre. Or, je vais demander l'ensemble des retours de ce qu'il vit à l'intérieur. Ça fait partie de son job. Moi, dans une séance d'hypnose, la personne doit parler beaucoup. Une personne qui ne parle pas en hypnose, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'estime que s'il se passe des choses qui ne me le dit pas, bah, je vais faire de la merde. Donc, je ne pars pas sur des métaphores, je ne pars pas sur un blabla de 10 heures. À peu près toutes mes phrases, il y a une question à la fin. Je veux un feedback de mon partenaire. Je n'utilise pas les signaux. Je ne crois pas aux signaux. C'est quelque chose que, comme l'écriture automatique, c'est des choses auxquelles je ne crois pas. J'ai testé, j'ai vu. Aujourd'hui, je ne valide pas. C'est intéressant, mais je ne valide pas d'un point de vue thérapeutique. Là, je donne bien mon cadre, hein, pour des problématiques du quotidien ou des personnes au quotidien. Donc, je vais énormément travailler sur l'aspect de la question. Je vais beaucoup travailler. Moi, mon processus inductif est extrêmement simple. C'est tu tends tes bras et tes mains, ils se ramènent. Point. D'autant plus maintenant où je ne peux pas faire un petit slip. Donc, j'utilise que ça. J'utilise que les prétests pour induire les partenaires. Petit 1, ça permet quoi? À la personne de voir qu'il y a un ensemble de systèmes idéomoteurs qui est en train de fonctionner, qui n'est pas en train de diriger nécessairement cette notion-là. Ils sont étonnés du mouvement que ça va créer. Et donc, au fur et à mesure, vu qu'il est en focalisation interne, parce que pendant ce temps-là, moi, je lui pose des questions, ça permet d'aller dans un approfondissement. Donc, on a cette notion-là. Et si on reprend l'autre processus inductif de base, qui est confusion-saturation, la personne qui est étonnée de voir que son corps est en train de bouger à un moment donné, plus l'ensemble des réponses qu'il est en train de me donner, et cette dissociation entre ce que je dis, ce qu'il vit et ce qu'il est en train de me répondre, est en train de confirmer cette notion inductive. Au moment où il y a contact, il y a toujours un sens. Je ne vais pas utiliser une métaphore. Je vais utiliser juste, de ce côté-là, il y a, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ta problématique X. Là, on ne la définit pas. Là, il y a ton autre partie qui est moins problématique. Okay, à mesure que je vais parler, ça va s'écarter. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es en train de ressentir une distance entre toi et ta problématique? Et je vais commencer à travailler par rapport à ça. Donc, toutes mes réponses et donc toutes mes suggestions vont être basées par rapport à ses propres réponses. Moi, un de mes travaux, un truc que je fais tout le temps, c'est que je recadre l'ensemble des éléments qu'il est en train de me donner et je suis en train de lui donner la formalité ou le formalisme de son pattern. C'est-à-dire qu'à chaque réponse, il est en train de me donner des éléments du pattern dissonant par rapport à l'ensemble du questionnement que je suis en train de lui proposer. Donc, au fur et à mesure, mon questionnement va aller sur des points clés de son pattern dissonant pour avoir de plus en plus d'éléments pour voir dans son pattern ce qui, aujourd'hui, est problématique. À savoir que si on a créé un pattern, c'est qu'à un moment donné, le pattern, le schéma nous a été positif ou en tout cas nous a permis d'être bien pendant un laps de temps. Donc, la décomposition d'un pattern, je vais le faire au fur et à mesure en questionnant et toujours avec des phénomènes hypnotiques hyper basiques qui vont être souvent les catalepsies et les jeux de réunir, enlever, travailler et en parallèle avec une forme de thérapie des parties. Ce qui va me permettre d'avoir… finalement des signaux idéomoteurs quelque part. Exactement, sauf que là, je ne suis pas sur du oui-non. D'accord. Je ne suis pas du tout… Moi, c'est pour ça que… tu veux dire par les signaux idéomoteurs auxquels tu ne crois pas, d'accord. Ouais, le oui-non, genre, est-ce que ceci et cela est vrai? C'est le signaling. C'est le signaling. Oui, c'est le signaling de base, ça, d'accord. Mais moi, je suis complètement contre, en fait. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une partie de toi qui sait mieux que toi, tu sais. Or, pour moi, l'hypnose n'est pas une partie de toi qui sait mieux que toi, c'est toi qui sais. Juste simplement, il faut que tu te connectes au fait que tu saches. Toi, moi, j'ai pas, par exemple, dans ma notion, le subconscient ou l'inconscient, c'est pas quelque chose de super, d'incroyable ou merveilleux. C'est un gamin de 5 ans qui nous casse les couilles parce qu'on va pas bien, tu vois. Donc, on va le rééduquer, les suggestions. On va l'orienter. On va le cadrer. On va le driver. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire confiance à dire est-ce que oui, ouais, par rapport à tout ce que tu m'as dit, ta sémantique, ton body language, ton truc, j'y crois moyen, tu vois. Alors que faire parler simplement à personne, oui, non, c'est beaucoup plus simple. Donc, moi, je fais toujours parler mon partenaire et je lui demande des explications. Je n'ai pas de problématique sur la notion de me dire il émerge, étant donné que de toute façon, en transe, on n'est pas passif. Donc, je travaille énormément là-dessus. Les mouvements idéomoteurs que je vais utiliser par rapport à ça, c'est juste pour la personne se dire tiens, il est en train de se passer un ensemble d'éléments
qui correspondent à la suggestion proposée. Donc là, je reviens sur ta question, Alain, à dire à ce moment-là, je valide les suggestions, étant donné que j'ai la réponse d'un point de vue kinesthésique de mon partenaire. En fait, l'ensemble du cheminement, je vais beaucoup le valider par le physique, par ce qui est ressenti, et bien sûr, par le retour psycho-émotionnel qui va me dire « Ah là, j'ai l'impression que ou je suis en train de pleurer, ou tu vois le visage qui devient rouge, etc. » Et j'interroge, il se passe quoi? Qu'est-ce qui t'a dans la tête? Où, quand, comment? Qu'est-ce que tu ressens? Depuis quand? Pourquoi? T'es où? Et tu vois, je vais avoir ces rythmes-là, en fait. Et c'est pour ça que je veux une réponse immédiate. Et au travers de ça, donc, je travaille l'ensemble du processus avec le pattern, parce que pour moi, il faut qu'il y ait une mentalisation, peut-être a posteriori une conscientisation de sa problématique. Sa problématique et de son pattern, parce qu'il connaît sa problématique. Je sais que je bois tous les soirs parce que truc. Oui, mais je bois parce que ce pattern me permet de répondre à ce moment-là à telle notion-là, qui va être, je ne sais pas, peur de l'isolement à un moment donné. Ok, super. Donc, tu bois tous les soirs parce que tu as besoin de te sentir avec quelqu'un, donc ton amante, c'est la bouteille? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe? Où, quand, comment, pourquoi? Ah non, j'aime pas que tu me dises ça. Pourquoi? Ça te ramène à qui? Où, quand, comment? Premier mot qui te vient en tête. Et tu vois, je vais beaucoup le rythmer comme ça, afin d'avoir des retours, et je ne prends que ce qu'il me dit pour reconstituer l'ensemble du cheminement qu'il me propose. Après, je peux très bien faire un travail de suggestion qui va à l'encontre de ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément dans le truc de j'attends que. J'attends d'aller mieux et de moins boire le soir. Super. Mais d'abord, on va commencer à travailler. Tu vas te sentir de plus en plus seul. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, je vais travailler beaucoup. Moi, je suis très dans la provoque de. Mon idée est d'agresser le pathos. D'accord? Donc, j'agresse dans la transe la personne qui a son pathos. Je vais l'agresser. Je vais la secouer, je vais la tirailler, je vais l'ennuyer, je vais la développer, je vais la distordre. C'est les moments où, en extérieur, souvent, on a l'impression que j'agresse la personne. Genre, mais tu dis pas ça à quelqu'un? Si, je dis ça comme ça. T'es qu'un connard qui vient casser les couilles pour être en lien avec une putain de bouteille de merde. C'est quoi? C'est ta mère ou quoi? Et tu vas voir ce qui se passe. Et tu proposes. Comme ça, on a un ensemble d'éléments d'un point de vue psychique qui, on revient à la définition de la transe, diminution du facteur de jugement, où tu vas avoir énormément de mots, de sensations, d'émotions qui ne vont plus être jugées. Et donc, qui vont sortir. Parce que c'est ni bien ni mal, c'est juste c'est. Et travailler avec l'ensemble dans la transe et dans l'orientation de ce qui va me donner pour commencer à compléter cette mentalisation. Puis après, l'ensemble des recherches de solutions, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Et quand tu as un je ne sais pas, dire tu te fous de ma gueule. Moi, ça n'existe pas. Le je ne sais pas, c'est OK, pourquoi tu te mets en gosse? Pourquoi tu attends que papa te donne la réponse? Où, quand, comment, pourquoi? Tu vois, je vais constamment ramener sur des notions psycho, sur des notions théorie de l'attachement, sur des choses X ou Y, pour voir ce que ça va créer comme réaction par rapport à son pattern, son pathos, son malaise et l'expression de celle-ci pendant la session. Ça te parle, Alain? Ouais, moi j'ai une approche beaucoup plus douce, mais oui. j'explore